On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Est-ce qu'un président n'aurait pas besoin d'un psy pour être suivi? Oui, un président est suivi par un médecin, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'il faudrait un psychologue? Si on disait ça pendant l'exercice d'une fonction, on dirait quand même, si un président a besoin d'un psychologue, c'est peut-être inquiétant. Ben non. Je trouve que ça ne serait pas absurde que ça puisse exister. Alors, il y a des conseillers qui peuvent jouer le rôle de psychologue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi c'est pas dit? Pourquoi un président peut pas Parce le que dire? ça pourrait être regardé comme un signe d'affaiblissement. Ça pourrait être structurel. Il pourrait y avoir, finalement, à l'Élysée, comme d'ailleurs pas simplement à l'Élysée, au sein du gouvernement, un moment quand il se passe des choses graves, d'avoir une relation avec un psychologue qui vous... Vous en auriez eu besoin, vous? Bonjour François Hollande. Bonjour. Bienvenue sur Brut. On est dans un format qui s'appelle l'interview d'Amérique. Alors c'est plus une conversation qu'une interview. L'idée c'est de discuter ensemble pendant un petit bout de temps. Je vais vous poser des questions très simples, assez directes. Et on va parler de vous, de politique, et puis aussi du métier de dirigeant politique, et notamment du métier de président de la République, puisque je rappelle que vous avez été président de la République de 2012 à 2017, et aujourd'hui vous êtes député. On est précisément dans vos bureaux d'ancien président de la République, rue de Rivoli à Paris. Ça doit être 300 mètres carrés. 300 mètres carrés? Oui. Quand j'étais président, j'avais pris un décret qui réduisait les moyens affectés précisément aux anciens chefs de l'État. Pour les anciens présidents, tous les 5 ans, la moitié des locaux, ici donc normalement il n'y a plus que 100 mètres carrés, j'en assure le financement pour le reste, et les collaborateurs pareil, de manière à ce qu'il y ait toujours une protection du président de la République, de l'ancien président de la République, ça c'est légitime. Dans tous les pays, on doit protéger ceux qui ont exercé, et notamment au plus haut niveau, les fonctions qui les ont mises quelquefois devant des réalités difficiles. Mais ces moyens-là doivent être forcément réduits. Oui, d'ailleurs, on avait calé cette interview avant que ça n'arrive, mais il se trouve que le 31 janvier, la commission mixte paritaire, il y avait un amendement sénatorial, finalement, pour mettre fin un petit peu aux avantages des anciens présidents de la République et Premiers ministres. Et puis, finalement, cet amendement n'a pas été voté. Vous avez toujours les avantages, sachant que ça concerne un peu moins de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle du budget de l'État, mais néanmoins, il y a la question qui se pose pour les citoyens, peut-être. Pourquoi, finalement, vous avez ces bureaux, quoi? Parce qu'un ancien président, il y en a que 2 dans cette situation. Nicolas Sarkozy et vous. Oui. Un ancien président, il a des fonctions encore protocolaires. Il y a des chefs d'État qui veulent le rencontrer, compte tenu des relations qui ont pu se nouer. Il y a des diplomates qui veulent le rencontrer, donc il ne peut pas faire ça chez lui. Donc il était légitime que les anciens présidents puissent avoir un lieu où ils puissent avoir un collaborateur ou 2 collaborateurs pour assurer cette dimension-là. Deuxièmement, les anciens présidents siègent, c'est prévu par la Constitution, au Conseil constitutionnel. Moi, j'ai souhaité siéger au Conseil constitutionnel pour éviter précisément les confusions et peut-être les conflits d'intérêts, compte tenu du rôle majeur qu'a aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Donc on pourrait se dire, voilà, les anciens présidents n'ont plus cette présence-là avec les rémunérations qui vont avec et les bureaux qui vont avec. Donc dès lors qu'ils ne siègent plus au Conseil constitutionnel, il est assez légitime qu'ils aient quand même un lieu où ils puissent travailler, quel que soit leur âge ou leur activité professionnelle. Moi, je n'en ai pas d'autres. Et votre salaire, c'est 7 600 € de député, j'imagine. C'est le salaire brut, je crois, d'un député, c'est 7 600 €, c'est ça, par mois? Oui, ça c'est le salaire du député. Moi, j'étais retraité, et donc c'était exactement la même rémunération. Donc ça n'a rien changé dans ma propre situation. Voilà. Et pour la retraite, pour être précis, d'anciens présidents, je crois que ça doit être 5 000 €. Alors que siéger au Conseil constitutionnel doit être une rémunération de 14 000 €, auquel donc j'ai renoncé, comme je crois Nicolas Sarkozy l'a fait. Je vous ai appelé François Hollande, je voulais savoir si ça vous convient, ou est-ce qu'il faut que je vous appelle Monsieur le Président de la République? Parce que je sais que Nicolas Sarkozy, je l'ai vu une fois reprendre une journaliste précisément, qu'il avait appelé Nicolas Sarkozy au lieu de la fonction. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important?
Émeric, c'est plus simple. On peut rentrer tout de suite dans la conversation. François, ce serait peut-être un peu précipité. Nous nous rencontrons pour la première fois. François Hollande, c'est mon nom. Donc ça ne me gêne pas que les personnes puissent me rappeler mon patronyme. Monsieur le Président, dans certaines circonstances, ça peut être justifié, notamment dans les rencontres officielles. Monsieur le député, c'est ce que je suis. Et donc je peux admettre qu'aujourd'hui, c'est plutôt ce que je fais qui justifie que l'on puisse m'interpeller. Je vous pose la question et je voudrais qu'on parle un petit peu justement de cette dimension un peu symbolique, parce que j'ai revu avant de faire cette conversation avec vous le documentaire d'Yves Geland, qui s'intitule Un temps de président, qui vous a suivi pendant votre mandat. Et je me souviens d'une séquence qui m'a, pour tout vous dire, qui m'a fait rire, où on vous voit rentrer dans l'Élysée. Alors il y a un monsieur qui dit « Monsieur le Président de la République !» À chaque fois que vous passez une porte, vous avez un rendez-vous avec votre Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Et puis il y a deux personnes qui tiennent vos chaises. Enfin, il y a tout un décorum. Moi qui ne suis pas à l'Élysée, je me suis dit, en fait, c'est une dimension monarchique en tout cas, là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est important quand même ou pas? Oui, j'avais moi-même souhaité qu'il puisse y avoir des relations plus simples, directes. C'était le sens de candidat normal, puis du président normal. Mais ce n'était pas tellement par rapport à ces questions protocolaires, c'était plutôt par rapport à des questions de comportement et de relations avec les citoyens. Mais je trouve que le protocole a aussi sa part de fonction dans l'État. Le président, il a été élu par une majorité de Français, il est le chef de l'État. Donc à partir de cette consécration, de cette légitimité, il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance de ce qu'il est. Après, ça peut prendre des formes qui peuvent surprendre, même si elles n'ont pas vocation à être diffusées, puisque c'était dans le secret, normalement, des rencontres. Mais il faut que celui qui va rentrer, ou celle qui va rentrer dans le bureau du président, sache bien où elle est ou où il est, sans que le président lui-même se prenne pour le monarque. Il n'est pas le monarque. Il est là parce que les Français en ont décidé. Ce sont les Français qui, à travers lui, sont à l'Élysée. J'ouvre une parenthèse parce que j'ai parlé de Manuel Valls, une parenthèse qu'on peut fermer assez vite, mais quand il a été nommé là, ministre des Outre-mer du gouvernement Bayrou, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je savais qu'il était depuis longtemps candidat à une fonction, notamment de revenir au gouvernement, donc ça ne m'a pas surpris. Le fait qu'il soit ministre d'État des Outre-mer ne m'a pas choqué. Au sens, je sais, pour savoir ce qu'il a fait quand il était sous mon autorité, qu'il connaît bien les Outre-mer. Après, c'est un choix politique et personnel. Le choix de revenir dans un gouvernement, pour un responsable politique, c'est tout à fait honorable. Ensuite, ça dépend du gouvernement et de sa politique. Cette conversation qu'on a, elle est filmée, puis elle va être diffusée sur les réseaux sociaux, et il se trouve que vous avez un compte TikTok. Bonjour, il est très tôt, enfin pas très tôt, 7h30, je pars pour l'émission de France Inter où je vais présenter mon livre destiné aux enfants et aux parents, Leur Europe. Bon, bien ? Ouais. C'est ça. Pourquoi vous faites ça, hein? Je fais ça pour ce que je pensais utile, c'est pour ça que je fais aussi cet entretien, c'est de montrer la coulisse, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de mystérieux, on fait sa vie. Après on a eu des fonctions, on peut en avoir d'autres, mais voilà, je voulais que ce soit le plus simple possible. Mais est-ce que c'est pas trop anecdotique? Est-ce que finalement ça ne décrédibilise pas la politique? Non, ce qui peut être un risque, c'est la surcommunication et avec une part d'instrumentalisation, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est faire tomber les préjugés, faire tomber les mythes. Comment on vit, est-ce qu'on est vraiment sincère, qu'est-ce qu'on fait dans l'existence, de quels moyens on dispose. Moi, j'ai toujours tout ouvert pour que ce soit transparent. Moi, j'ai des amis de gauche et j'ai des amis de droite. Oui, c'est normal. Vous aussi?
Bah, heureusement que, enfin, si on vivait qu'avec des gens qui pensent comme nous, on s'appauvrirait quand même. Alors, en politique, est-ce que vous avez des amitiés avec des gens de droite avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais avec qui vous échangez régulièrement? Non, mais quand je dis des amis, c'est des amis dans la vie personnelle. Vous ne pouvez pas dire, voilà, C'est intéressant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être ami avec des dirigeants politiques de droite? Si, je vais y venir, mais d'abord dans la vie personnelle. C'est vrai quand quelqu'un a des idées qui vous sont tellement contradictoires avec votre propre pensée, c'est compliqué. Vous me demanderiez si j'ai des amis à l'extrême droite, je vous dirais non. Mais des amis qui peuvent avoir une pensée différente de la mienne et qui sont dans l'arc républicain, oui, bien sûr. Après, dans la vie politique, vous avez des rapports... enfin, moi, j'ai des rapports avec tous ceux qui sont dans le lieu où j'exerce. Je dis bonjour à tout le monde. Certes, mais il y a des rapports. Est-ce que par exemple vous avez des personnalités de droite connues avec qui vous entendez bien? Des noms par exemple, je ne sais pas. Oui, je prends Michel Barnier, que j'ai censuré pour autant. J'avais des rapports tout à fait amicaux, le mot est cordiaux, on va dire, parce qu'il avait été membre de la Commission européenne, il avait fait un bon travail, je l'avais chargé du Brexit, donc j'ai des rapports cordiaux. Je ne suis pas je n'étais pas en phase politique avec lui, pas de sa faute d'ailleurs, mais parce qu'il avait été nommé justement avec l'aval du Rassemblement national, et donc il s'était perdu dans les négociations avec le Rassemblement national. François Bayrou, je le connais depuis longtemps. Il a été député pratiquement en même temps que moi, il y a longtemps. Je lui parle. Enfin, je le crois. Vous le tutoyez? Oui, je pense que je le tutoie. Même si, quand j'étais en fonction, il me vouvoyait. Et je pense que si je l'interpellais, je le vouvoierais, bien sûr. Mais voilà, je me parlais. Et il y en a d'autres. Dans la vie politique, des gens qui ont été ministres d'un gouvernement que j'ai combattu, je leur parle. Et il peut arriver que je puisse les rencontrer et avoir un échange. Enfin, heureusement que la vie politique est fondée sur ce type de relations. Et ça a toujours été. Alors après, il faut éviter la complicité, la connivence, la confusion. On ne pense pas la même chose, on ne vote pas la même chose, on peut se confronter, y compris dans une élection. Mais je crois que chacun doit comprendre ça. On participe du même ensemble, donc on doit avoir de la tolérance quand elle est justifiée, du respect, pas à l'égard de toutes les idées, mais au moins des personnes, oui, j'ai donc ces échanges-là. Pour continuer sur un peu ce clivage gauche-droite, il y a un élément important dans votre vie, c'est votre père qui était pour le coup très à droite. Vous l'évoquiez d'ailleurs dans le fameux discours du Bourget en 2012, vous disiez « Je remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions ». En fait, vous vous êtes construit politiquement en opposition aux idées de votre père, ou dans quelle mesure ça a impacté toute votre vie? La politique, elle est rentrée très tôt dans ma vie, puisque mes parents, qui étaient en désaccord, parlaient politique devant moi. Mais votre mère était à gauche? Ma mère était à gauche, dans le catholicisme social. Mon père était à droite, en n'étant pas du tout catholique, lui, et très à droite. Et donc, je les remercie, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une famille où on ne parle pas d'abord, et on n'échange pas, où on ne se dispute pas, y compris sur la question politique. La politique, ça fait partie de la culture. C'est pas une affaire de pouvoir, la politique, c'est une affaire de conviction, d'idées. Et c'est une culture. Je raconte souvent que lorsque j'ai été candidat pour la première fois en Corrèze, il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément fait de longues études, mais qui étaient instruits politiquement, qui connaissaient parfaitement les rouages de la vie politique, les idées politiques, qui avaient des engagements communistes, socialistes, gaullistes, chiraciens, parce que c'était une terre qui était déjà travaillée. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des personnes qui ont suivi des études supérieures et qui n'ont pas cette culture politique. Parce que dans la famille, parce que la télévision a changé. Avant, c'était autour de la télévision qu'on essayait de débattre. Maintenant, chacun est sur les réseaux sociaux, chacun se fait sa propre opinion.
et même la connaissance des institutions a beaucoup reculé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des livres pour les jeunes, pour leur dire ce que c'est que la République, l'État, l'Europe, pour qu'on comprenne. Donc ça, c'est mon obsession, c'est-à-dire la politique, c'est pas une vie à côté, c'est notre vie. Donc il faut connaître les prolégomènes, c'est-à-dire comment on arrive, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que le centre, quelle est l'histoire, comment se sont bâties les idées, comment elles se renouvellent, qu'est-ce que c'est que le populisme. C'est pas nouveau le populisme, il ne faut pas croire que ça date simplement de Donald Trump et de ce qui se passe en Europe. Ça veut dire que les gens sont trop dans l'instantané sans avoir assez de réflexion historique. C'est pour ça que le rôle des médias, y compris le vôtre, c'est de donner cette culture politique. Après, chacun fait son choix. C'est d'expliquer qu'on vient de loin. L'histoire, ça compte. La politique, c'est votre vie, en fait. Vous avez été brièvement avocat, mais en fait, ça fait 45 ans, disons, que vous faites de la politique. Le fait que vous n'ayez jamais eu, entre guillemets, un vrai métier, est-ce que c'est un problème ou pas? Non, c'est pas vrai. J'ai été à la Cour des comptes pendant plusieurs années. J'avais sans doute envie de faire de la politique, mais j'étais fonctionnaire, j'avais passé les concours, l'ENA, etc., pour avoir ce métier-là. Je n'aurais pas été élu, ça aurait été ma vie. Donc ma profession était d'être fonctionnaire et d'être à la Cour des comptes et de mener à bien une vie qui, si elle n'avait pas été politique, aurait été au cœur même de l'État, dans une position différente. Il se trouve que j'avais toujours eu, depuis très jeune, cette volonté de m'engager et de servir mes concitoyens et de le faire au Parti socialiste. C'est-à-dire très tôt, je me suis dit, j'avais 16-17 ans, qu'il fallait qu'il y ait une force qui puisse naître à gauche. À l'époque, c'était le Parti communiste qui était dominant, l'extrême gauche était très forte aussi. Et je me dis non, si on veut que la gauche arrive au pouvoir, il n'y a qu'une famille politique qui peut y parvenir, le PS, et qu'une personnalité, à l'époque François Mitterrand, qui peut y réussir. C'est ce qui s'est produit. Il y a eu des membres de la société civile qui sont devenus ministres de plus en plus récemment, notamment avec Emmanuel Macron. Et en vérité, le succès des membres de la société civile en tant que ministre est assez relatif. Et je me suis posé la question, peut-être parce qu'en fait, c'est un vrai métier avec ses normes et qu'il faut les apprendre. Non, mais c'est un vrai mandat qui suppose d'avoir appris par l'expérience. Quelle est l'expérience? Pourquoi ça ne fonctionne pas forcément bien avec la société civile? C'est qu'il n'y a pas d'expérience de ce qu'est l'élection, ce que c'est que le militantisme, ce que c'est que la relation avec les citoyens. Ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Oui, ça change tout. Et après, ils peuvent venir sur un terrain électoral et faire leurs preuves. Mais d'avoir cette consécration par le suffrage universel, d'avoir ce rapport à la réalité, ce qui fait qu'on ne fait pas forcément la politique de ce que espèrent nos concitoyens, mais au moins on a un lien qui est direct. La société civile, on peut très bien réussir, ça m'a toujours frappé, on peut très bien réussir dans un domaine économique, culturel, sportif, et ne pas être forcément un bon ministre. Pourquoi? Non pas parce qu'on aurait perdu des qualités, mais parce qu'on ne sait pas exactement ce que pense le pays et comment on peut s'adresser à lui et comment on peut trouver le contact, la relation avec le citoyen. Est-ce que c'est pas aussi inhérent à la fonction, par exemple, président de la République? On peut être président de la République et être encore au contact avec les gens, les comprendre? Ça, c'est le plus difficile depuis toujours, c'est depuis le début de la Ve République, depuis que le président a des pouvoirs importants. Il y a un phénomène d'isolement et d'enfermement, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protocole dont vous parliez, pour des raisons d'éloignement, pour des raisons de majesté, quelquefois, de hauteur qu'on veut prendre, et puis de coupure. Moi, j'ai veillé. Pourquoi j'étais aussi attaché à ce qu'il y ait un lien entre le président et le parti dont j'étais un dirigeant, le lien avec des réseaux d'amitié qui vous enseignent, un lien avec un territoire. Un des problèmes que l'on a dans nos institutions, c'est que le président, dès qu'il devient président précisément, il n'a plus de lien avec son terrain électoral. Il n'y retourne pas, comme dans une démocratie parlementaire. Donc il faut qu'il soit sans cesse alimenté. Les sondages, c'est une forme d'information, mais tout à fait, à mon avis... Mais c'est possible?
Comment on fait quand on est complètement coupé? On rencontre du monde. C'est ce les visiteurs du soir. Voilà, l'expression qui a été utilisée au temps de Mitterrand, c'était les visiteurs du soir. Alors, les visiteurs, ils n'ont pas besoin de venir le soir, hein, ils peuvent venir toute la journée. Et le lien, aller chercher de l'information, avoir un réseau avec, heureusement, l'administration, les corps préfectoraux qui vous ramènent des réalités, puis des amis qui sont élus comme vous, qu'on a connus c'est suffisant, à l'Assemblée. C'est jamais suffisant. C'est pour ça que les formes démocratiques, c'est quand même d'avoir un parti. Un parti autour des idées qui l'ont bâti, il faut que ce parti vous donne la vérité. Le problème du pouvoir, c'est qu'on ne vous dit pas toujours la vérité. C'est qu'on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. On vous dit une partie de la vérité. Or, ce qui compte, c'est vous dire tout, même ce qui ne fait pas plaisir. Mais avec moi, il n'y avait pas eu de souci, on me disait ce qui ne faisait pas plaisir. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, au sens propre du terme, puisque vous êtes l'un des 8 présidents de la République sous la Ve République, ce qui est quand même assez peu. Hein. Et par ailleurs, vous êtes même, je dirais, l'un des 2 présidents de gauche de la Ve République. L'autre, c'est François Mitterrand. C'est quoi être de gauche? Être de gauche, ce n'est pas simplement exercer le pouvoir. Être de gauche, c'est d'avoir des convictions qui sont profondes sur la justice sociale qu'il faut amplifier, sur la planète qu'il faut essayer de protéger, de faire en sorte que l'éducation soit la matrice de tout, parce que c'est de là que ça provient, que la laïcité, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir la liberté de conscience et de protéger des influences de toutes sortes, voilà, être de gauche. Et puis d'avoir une conscience de la dignité humaine. Ensuite, le pouvoir s'exerce. J'ai donc été élu et après il y a la confrontation de ces promesses avec la réalité. J'ai veillé à ce que la plupart des promesses que j'ai pu faire puissent être accomplies. Et puis après il y a les événements qui surgissent. Bon, et les événements qui surgissent, ça peut être des crises économiques, financières, ça peut être des catastrophes, ça peut être des attaques terroristes comme je les ai hélas connues dans mon mandat. Et c'est là que aussi agir en homme ou en femme de gauche compte. Comment on va appréhender ces épreuves, comment on va essayer de souder le pays, comment on va essayer d'éviter qu'il de se mette dans une forme de conflictualité, comment éviter qu'il y ait du ressentiment, de la vengeance, comment assurer l'unité nationale. Ça, je crois que ça a été, pour moi, en tant que personne de gauche, mais exerçant le pouvoir au plus haut niveau, l'obsession. Comment faire que ça tienne, que ça fasse bloc, et qu'on ne se mette pas dans un affrontement qui aurait fait le jeu précisément des terroristes. Est-ce qu'il y a une dimension en fait de compromis? C'est-à-dire qu'on a des idées et puis il y a la pratique du pouvoir qui fait qu'on fait comme on peut peut-être? Mais le compromis, il est fondamental. Le compromis, c'est pas d'abandonner ses idées en chemin. Le compromis, c'est d'aller jusqu'au bout de ses propres engagements en face d'une réalité qui n'est pas toujours commode. Que j'avais évoqué, vous vous en souvenez, dans le discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance. La finance, elle est là. Elle ne s'efface pas au prétexte que j'ai été élu président de la République. Donc il faut essayer d'aller chercher le maximum de ce que l'on peut faire malgré cette présence qu'on peut contenir, qu'on peut même essayer de réduire pour faire aboutir nos idées. Le compromis, il n'est pas simplement avec la réalité, il est aussi avec les forces sociales, il est aussi avec le pays. On peut faire une réforme, et puis on voit bien qu'il y a des groupes, il y a des mouvements, il y a des contradictions. Il faut trouver le compromis, il faut trouver le passage. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer, y compris dans un livre récent, c'est que pour la gauche réformiste, celle qui gouverne, elle ne trahit pas en faisant ce choix de gouverner. Elle pourrait se mettre dans une posture de radicalité sans lendemain, de dire moi j'aurais toujours raison puisque je ne participe pas au pouvoir. Et comme vous dites, il y a eu 2 présidents de gauche, et puis il y a eu un Premier ministre, Lionel Jospin, qui est resté 5 ans. Bien, à chaque fois, ça a été la même question. Est-ce qu'on doit venir au pouvoir? Bien sûr, on revendique devant les électeurs de pouvoir agir. Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir tout faire? Ben non, il va falloir le faire dans la durée. Est-ce qu'on va trahir parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout?
Ben non, on aura déjà fait en sorte qu'il y ait des réformes dont on se souviendra. Mitterrand, on se souvient de la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, Lionel Jospin, la couverture maladie universelle, les 35 heures, l'allocation personnelle d'autonomie, moi, on peut dire le tiers payant, la complémentaire santé, la retraite à 60 ans pour ceux qui ont des carrières pénibles, le mariage pour tous. Donc chaque temps de la gauche, c'est une temps de progrès, pas autant qu'on aurait nous-mêmes voulu. Mais le compromis, il est presque fondateur. Si on ne croit pas au compromis, ben, il ne faut pas venir au pouvoir, parce que de toute façon, il y aura toujours des événements qui vont entrechoquer vos intentions avec les possibilités. Il y a un terme là dont on parle de plus en plus depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est le terme wokisme. Est-ce que vous êtes woke? Ben, j'essaye d'être précis où je suis pour que l'individu soit reconnu dans sa diversité, que les identités ne soient pas étouffées, qu'on ait un regard sur notre propre histoire, que les femmes puissent avoir le droit d'être regardées comme des êtres qui ne veulent pas être agressés, situés. Voilà ce que je pense. Je ne me réfugie pas dans un mot ou dans une idéologie. Je pense que ma conception des libertés, de la dignité humaine, de ce qu'on doit être la responsabilité devant l'histoire, de ce que doit être la projection par rapport à ce qu'on veut comme société suffit à me situer sans que j'ai besoin de me ranger derrière un vocabulaire. Moi, je me rappelle de Barack Obama en 2019 qui, dans une conférence, parlait du wokisme. Il critiquait le wokisme, en fait. You know, this idea of purity and you're never compromised and you're always politically woke and all that stuff, you should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. Yep. People who do really good stuff have flaws. Right. People who you are fighting may love their kids and, you know, share certain things with you. And I think that one danger I see among young people, particularly on college campuses, Malia and I talk about this. Yara goes to school with my daughter. But I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself because, man, you see how woke I was? I called you out. You know, that's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. That's easy to do. Ce qui peut être dangereux, je ne sais pas si c'est à quoi Obama songeait, c'est l'enfermement dans sa propre identité, dans son combat minoritaire. Parce qu'il y a des combats minoritaires, mais les combats minoritaires, ils ont vocation à être majoritaires, c'est-à-dire à faire accepter par l'ensemble de la société ce que l'on considère comme essentiel pour soi-même. Or, le risque, on le voit bien, c'est de se dire que je vis avec les personnes qui me ressemblent. Et nous éprouvons ensemble parfois les mêmes indignations, parfois les mêmes aspirations, et on n'essaie pas de les faire partager à d'autres. On considère que tout est conflit et que l'on doit être d'abord regardé par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors que ma conception, c'est pas un compromis, c'est ma conception de la société, c'est qu'il y a des combats qui au départ peuvent être ceux d'une fraction de la société et qui deviennent ensuite majoritaires. Regardez le combat LGBT, comment ça s'est produit, pourquoi j'ai été jusqu'à faire une loi qui maintenant d'ailleurs est appliquée dans beaucoup de pays. Mais au départ c'était un combat minoritaire, puis après on a fait comprendre à toute la société que c'était un progrès, pas simplement pour les personnes concernées, pour nous tous. C'est ça l'enjeu de la gauche, c'est de prendre des aspirations qui peuvent être multiples, diverses, et de les mettre dans une communauté de destin.
C'est ça qui, moi, me détermine. Donc il y a surtout le danger de penser qu'on ne sera plus jamais majoritaire, ou que pour être majoritaire, il faut additionner toutes les revendications. Non, pour être majoritaire, c'est ce qui est d'ailleurs, et là c'est produit aux États-Unis, il faut proposer un projet pour tout le monde. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me rappelle récemment Jean-Luc Mélenchon, qui en septembre 2024 disait il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laisser tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont un intérêt à une politique de gauche. Certains ont l'impression peut-être que la gauche a laissé tomber les classes populaires, les classes moyennes pour s'intéresser à un nouveau public. Vous, dans ce que vous dites, il faut parler à tout le monde, c'est ça? C'est important pour vous? Oui. Est-ce que la gauche parle assez à tout le monde? Sans doute qu'elle s'est elle-même mise à regarder ce qu'elle croit être, par exemple, les catégories populaires. Mais les catégories populaires sont diverses aujourd'hui. Vous avez des catégories populaires dans les quartiers de nos grandes villes, vous avez des catégories populaires dans les petites agglomérations, vous avez des catégories populaires dans les espaces ruraux. Donc il faut... Et sans doute qu'il y a des liens qui les unissent. Et parfois il y a des contradictions dans les modes d'approche d'un certain nombre de sujets, sécurité, immigration, etc. Donc il faut être capable de parler à tous. Est-ce que la gauche le fait suffisamment? Ben non, la preuve c'est qu'elle est minoritaire. Oui, c'est le Rassemblement national qui a récupéré une partie de cet électorat. Oui, il l'a récupéré sur le thème, non pas des identités particulières, mais de ce qui est l'identité nationale. C'est ça leur discours. Et donc on voit bien la supercherie, parce qu'en définitive, derrière ce mot-là, se cache la reproduction de beaucoup d'inégalités, ou le refus de l'altérité, ou le rejet. Mais d'une certaine manière, on a besoin d'un projet d'envergure nationale, c'est-à-dire de faire qu'on vive en Corrèze, ou qu'on vive à Bobigny ou en Seine-Saint-Denis, on soit porté par la même communauté de destin. C'était ça la gauche, c'était de savoir qu'il y avait des individus qui n'avaient peut-être pas grand-chose à voir dans leur vie de tous les jours, mais qui se retrouvaient dans la même aspiration à l'émancipation, l'égalité, la dignité, la confrontation avec la réalité, comment on arrive à faire ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire séparément. Et sur le drapeau français, j'ai l'impression que le drapeau français, à la gauche, plus personne n'en parle. C'est pas vrai. Je vais vous donner deux exemples. Ségolène Royal, quand elle avait été candidate en 2007, avait demandé aux Français de se saisir du drapeau. Et moi-même, quand il y a eu les attentats, j'avais demandé à ceux qui vivaient à Paris, pas simplement à Paris, de mettre le drapeau aux fenêtres. Pourquoi? Parce que là, on était agressé, c'était une agression justement sur ce que nous pensions en commun, sur nos idées, nos valeurs. Et donc c'est ça la France, le drapeau français, c'est pas simplement cocardier, on met pas le drapeau français comme on irait voir un match de football, ce qui est déjà important pour défendre l'équipe de France. Mais non, le drapeau français c'est une histoire, et c'est même un projet. C'est de dire comment on fait pour porter ces valeurs-là dans des pays qui n'ont pas nécessairement cette conception de la liberté. Donc le drapeau, la nation, tout ce qui fait la valeur d'un pays, c'est-à-dire sa cohésion, tout ça... ça nous appartient en commun. Ce n'est pas plus à droite ou plus à gauche, c'est ce qui nous unit. Mais on n'est pas unis simplement à travers l'exaltation du drapeau de la patrie. On a une idée. La patrie, c'est une idée. Regardez qu'est-ce qui s'est produit pendant les attentats. Pourquoi la France, qui a été donc touchée par les attentats, a fait l'objet d'autant de solidarité, au point que des chefs d'État et de gouvernement avaient manifesté dans les rues de Paris après l'attentat contre Charlie et l'hypercacher. Parce que nous sommes porteurs d'une idée. Parce que c'est l'idée de la liberté d'expression, c'est la culture, c'est la France qui est capable de parler au reste du monde. Pourquoi la France est regardée comme un pays qui n'est comparable à aucun autre? C'est sans doute l'histoire, les droits de la personne, la dignité humaine, la Révolution française, les idéaux, la laïcité, etc. Mais aussi parce qu'on est un pays qui a su se défaire de toutes les allégeances et parler en tant que pays indépendant, et qui avait un modèle social. Ce modèle social qui lui-même doit être rénové sûrement, mais qui correspond aussi à une idée de la France. Donc c'est cette idée-là qui fait la patrie. On défend un ensemble de valeurs communes. On ne défend pas simplement un territoire. Notre territoire n'est pas attaqué, même s'il peut l'être. Il faudra s'y préparer. Mais on défend une communauté de pensée. C'est ça la France.
Vous avez dit dans Society, le magazine Society, il y a longtemps, quand vous étiez président, vous avez dit « La mort habite la fonction présidentielle ». C'est une dimension effectivement importante de la fonction. Comment vous avez vécu ça, le fait d'être confronté à la mort très régulièrement en tant que président? Il y a une dimension tragique dans l'histoire et dans l'exercice même de la fonction présidentielle. La mort, elle vous arrive par les catastrophes, elle vous arrive par les attentats, elle vous arrive par les guerres. Elle vous arrive aussi parce que vous décidez d'un certain nombre de choix, d'envoyer des soldats, de faire en sorte que le pays soit protégé. Donc, ce qu'on croit être finalement la banalité de l'exercice, je n'ai pas dit la normalité, hein, la banalité de l'exercice, on prend des décisions, non, on touche à la vie, à la conscience humaine. C'est pour ça que c'est grave d'exercer cette fonction-là. Je rappelle quand même que le président de la République, il est chef des armées et il dispose de l'arme nucléaire. Je le dis pour qu'on prenne bien conscience qu'élire un président ou une présidente, c'est pas indifférent. C'est cette dimension-là que je veux réintégrer. On est un grand pays, la France, qui dispose de moyens importants, celui de faire ou ne pas faire un conflit, d'utiliser telle arme ou telle autre, d'être attaqué et d'y répondre. Voilà ce qui justifie qu'on réfléchisse bien avant de choisir son président de la République ou sa présidente de la République. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Est-ce qu'un président n'aurait pas besoin d'un psy pour être suivi en termes de santé mentale? Oui, un président est suivi par un médecin, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'il faudrait un psychologue? Si on disait ça pendant l'exercice d'une fonction, on dirait quand même, si un président a besoin d'un psychologue, c'est peut-être inquiétant. Ben non. Je trouve que ça ne serait pas absurde que ça puisse exister. Alors, il y a des conseillers qui peuvent jouer le rôle de psychologue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi c'est pas dit? Pourquoi un président peut pas dire? Parce que ça pourrait être regardé comme un signe d'affaiblissement. Ça pourrait être structurel. Il pourrait y avoir, finalement, à l'Élysée, comme d'ailleurs pas simplement à l'Élysée, au sein du gouvernement, un moment, quand il se passe des choses graves, d'avoir une relation avec un psychologue qui vous... Vous en auriez eu besoin, vous? D'une certaine façon, j'ai fait autrement, mais je trouve que le besoin de se confier, qui n'est pas simple pour un président, on ne se confie pas à n'importe qui. On a des informations, on peut avoir ses troubles, ses interrogations, ses doutes. C'est pour ça que je pense que, de la même manière qu'il y a un service médical, il peut y avoir au sein de ce service médical un psychologue, ça ne me choquerait pas du tout, et que ce soit structurel, que ce ne soit pas lié à un président. On dira, bah, celui-là, il a quelques difficultés parce qu'il veut absolument qu'il y ait un psychologue autour de lui, ou un psychiatre. Vous avez parlé de la mort. Alors, il y a le fameux livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça. Dans ce livre-là, il est écrit que vous avez ordonné l'assassinat de personnes jugées dangereuses pour la sécurité de la France. Il y a un autre livre qui est sorti, Erreur fatale, du journaliste Vincent Nouzil, où on apprend effectivement que la France, sous l'impulsion du président, peut assassiner des gens qui sont dangereux pour la nation. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. On ne commande pas des assassinats, heureusement. Mais quand il y a un conflit, on en a eu au Sahel, en Syrie, et qu'on sait qu'il y a, sur un certain point du territoire, au Sahel ou ailleurs, en Syrie, que l'action militaire peut être déployée, elle est déployée. Mais il n'y a pas de... C'est faux, donc. Le président ne commande pas des assassinats de... Non. Le président, on lui demande d'autoriser, lorsqu'il y a des opérations, il y en a eu au Sahel comme en Syrie, et ça se fait par l'autorité appropriée, c'est-à-dire par les militaires. Mais du coup, ce qui a été écrit, c'est faux? Comment dire, c'est un fil qui a été tiré au-delà de ce qui était la réalité, ça peut arriver. Hein. Il y a un côté toujours un peu romanesque, on croit toujours qu'il y a des choses inavouables, mystérieuses. Non, lorsque on savait où étaient, pendant l'action en Syrie notamment, où étaient ceux qui nous avaient fait des attentats, la décision c'était quand même d'essayer de frapper ceux qui nous ont frappés. Aujourd'hui, on est dans un contexte effectivement particulier, politique compliqué. Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en France politiquement? Ce qui est nouveau depuis la dissolution, c'est qu'il y a une assemblée où il n'y a pas de majorité. Et il y a une fragmentation. Il n'y a même pas de majorité relative au sens un socle commun qui serait suffisamment large pour avoir facilement la possibilité
de soutenir un gouvernement. Donc il faut faire forcément des compromis. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, sans qu'il y ait de confusion. C'est ça la grande différence. Il y a une opposition, des oppositions devrais-je dire, et il y a un gouvernement. Et là, ce qui se joue, c'est de faire en sorte que ce gouvernement puisse continuer, puisque nous avons besoin de stabilité, mais qu'il doit faire des compromis, y compris avec son opposition, ses oppositions, en tout cas l'opposition de gauche, pour que les Français puissent avoir des avancées qui n'auraient pas été possibles sans cette relation, cette négociation, cette tension qui doit être exercée. D'où le fait que, par exemple, sur le budget, l'opposition, celle que je... Oui, vous jouez un rôle majeur, apparemment. Ouais, celle que je représente, elles disent, si vous nous soumettez votre budget, ce n'est pas le nôtre, donc on votera contre. Si vous faites une motion de censure, bah, si vous ne voulez pas qu'on censure, il faut faire des concessions. Vous envisagez de redevenir président de la République ? Oui, pourquoi toujours avoir l'idée que tout ce qu'on ferait, tout ce que je pourrais aujourd'hui décider pour la fonction qui est la mienne, serait mu par la présidence de la République. Je dis souvent, moi j'ai une différence avec les autres, j'ai déjà été président. Ça soulage par rapport à tous ceux qui pensent qu'ils n'y seront pas forcément demain. Merci. Merci à vous.